Lorsqu'au soir de l'élection présidentielle, dimanche 24 mars 2024, au moment où les stations FM, les télévisions et les médias en ligne relayaient les données et chiffres, les résultats qui ont porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, pas un seul citoyen sénégalais, homme politique de l'actuelle équipe à la tête du Sénégal, ne pouvait médire la presse. Journaux, radios, télévisions, sites d'information, d'un seul élan, ont transmis les résultats rassemblés aux quatre coins du Sénégal. Combien était-il à traquer les chiffres, bureau de vote par bureau de vote, à la recherche de la bonne information, des centaines de journalistes envoyés sur le terrain par leurs organes de presse pour transmettre en direct les résultats et signaler le moindre dysfonctionnement, servant même souvent d'alerte aux autorités sans aucune assistance publique. Combien de millions de personnes étaient-ils scotchés à leur téléphone portable ou radio et télévision à s'abreuver de résultats donnés par ces valeureux journalistes sur le terrain? Combien ont sursauté de joie à la publication de ces résultats avant même que les commissions et institutions légalement habilitées ne le fassent? Combien cela leur a-t-il coûté de savourer un tel délice? Combien cela nous a-t-il coûté? Imaginons simplement un instant ce que serait cette élection du 24 mars 2024 et les autres qui l'ont précédée durant ce quart de siècle politiquement très mouvant au Sénégal, sans ce dispositif de relayage de l'information et de veille sur quasiment tout le territoire national. Imaginons ce qui pourrait se passer dans la tête de certaines forces tapis dans l'ombre si aucune information ne venait accompagner l'acte citoyen de vote. La presse, nous a-t-on dit, au lendemain de cette échéance, tant redoutée du fait des risques majeurs pour la stabilité de notre pays et des enjeux visibles ou cachés, a fait du bon travail. 24 ans après la présidentielle de 2000 qui avait consacré le point terminus de 40 ans de régime socialiste, et là encore, une fois, était au rendez-vous de ce grand moment d'histoire. Good job. Un compliment comme un écho dans la nuit. On aura beau caricaturer, manipuler, falsifier l'histoire, on ne pourra pas dénuer aux médias le rôle capital qu'ils ont joué ces dernières décennies dans l'affermissement de la démocratie par l'éveil du citoyen, en lui permettant d'accéder surtout avec les langues locales aux outils qui lui ont permis d'affûter sa conscience citoyenne. Nous avons en vérité connu des moments cruciaux dans l'histoire de notre jeune démocratie où le curseur a souvent viré au rouge, mais la presse a toujours répondu présent, relevant les défis avec professionnalisme, sans avoir besoin d'aucun guide, sinon son sens éthique et l'intériorisation de l'éthique professionnelle et de responsabilité conformément à l'héritage de nos aînés, dont la plupart reposent en paix pour l'éternité. Aurions-nous agi autrement que la face de ce pays aurait été changée? Mais comme le dit si bien l'adage Peul, le lait de la vache trait tous les jours en abondance finit par ne plus avoir de saveur. Les Sénégalais que nous sommes, habitués à voir la presse assurée durant ces grands rendez-vous d'histoire, on oublie le rôle majeur que les médias jouent dans la stabilisation des institutions de la République et surtout la sauvegarde de l'état de droit. Si un des pères fondateurs de la nation américaine a pu dire qu'il préférait un État sans gouvernement plutôt que sans presse, c'est parce qu'il sait que celle-ci est un des piliers de la démocratie. Depuis bientôt 3 mois, la presse sénégalaise vit une des phases les plus sombres de son histoire. Une campagne de diabolisation a été actionnée pour présenter les médias ainsi que ceux qui les animent comme des citoyens irrespectueux des lois, ne s'acquittant d'aucune de leurs obligations, surtout fiscales. Parallèlement, une campagne est menée pour mettre à mal les éditeurs de presse avec leurs confrères en créant un fossé entre ce qu'on appelle patrons de presse et leurs collaborateurs. La presse sénégalaise ne saurait accepter cette entreprise de dénigrement orchestrée à dessein pour la décrédibiliser. Nous sommes aguerris pour avoir expérimenté les méthodes des pouvoirs précédents pour comprendre ce qui se trame. Il s'agit de noircir le décor et procéder ensuite à une sélection artificielle et une liquidation des entreprises de presse privées en fonction de ses intérêts politiques immédiats. L'objectif visé n'est autre que le contrôle de l'information et la domestication des acteurs des médias. C'est tout simplement la liberté de presse qui est menacée au Sénégal. Face à cette situation, blocage des comptes bancaires, production d'État exécutoire de saisie de matériel de production, rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, gel des paiements, mise en demeure, refus de concertation, nous organisons une journée sans presse ce mardi 13 août 2024 pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale. Les régimes passent, la presse demeure. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, CEDEPS, Dakar le 11 août 2024.
À midi, 6 minutes en direct avec nous, Ibrahima Lissa Faye. Bonjour Ibrahima. Oui, bonjour Georges. Alors, première question, comment voyez-vous cette journée sans presse prévue demain par le CEDEPS? Bon, mais une journée sans presse, c'est très malheureux. Et pour nous, en tout cas, la profession, ça a toujours été un dernier ressort. Et on l'applique quand on est véritablement désespéré. Je pense qu'on a mené ici des luttes, des combats pour libérer des confrères, pour également aussi tirer de l'étreinte des journaux, des médias qui ont été agressés. Mais nous n'avons jamais voulu aller vers une journée sans presse parce que les conséquences pour le Sénégal, pour la démocratie, sont très grandes et dévastatrices parce que au niveau international, les gens ont toujours considéré le Sénégal comme un fleuron de démocratie, comme un pays quand même modèle. Et en interne, et même des journalistes, je vois quand même certains voir cela, disons, de mauvais œil, ou bien en fait dire qu'on peut, disons, prolonger cette journée sans presse pour une semaine ou 2 semaines, ou même un mois, mais je pense que il faut quand même voir les causes. Et les problèmes de la presse ne datent pas de maintenant. Ils ont été là depuis plusieurs décennies. Et aucun pouvoir n'a voulu trouver des solutions pérennes. Et nous, au sein de la CAP, quand nous avons créé la CAP en 2016-2017, nous nous sommes dit, d'abord on va dépoussiérer le code et surtout se battre pour son adoption. Et dans le code, il y a beaucoup d'articles qui participent. Mais nous nous sommes dit, les avancées que nous aurons avec le code en termes d'entrée dans la profession, le statut des entreprises de presse, la commission de la carte nationale de presse, le fonds d'appui, le CORED, l'autorité de l'autorégulation, et le nouvel organe de régulation qui va remplacer le CNRA. Tout ça vaut la peine, en tout cas, de laisser passer ce code. Mais malgré cela, il y a eu beaucoup d'instances, parce qu'après le code, on est passé sur la convention collective des journalistes pour améliorer les conditions de vie des journalistes. Ibrahima, la journée sans presse de demain est décrétée par le CEDEPS, alors qu'il y a pas longtemps, les combats ont été menés par la CAP, la coordination des associations des associations de presse. Pourquoi pas la CAP cette fois-ci? Non, en fait, la CAP est dans une position beaucoup plus grande, beaucoup plus... Quelque part, nous avons sorti un communiqué la semaine passée. Et avant ce communiqué-là, on avait alerté aussi. Alors, le communiqué qu'on a fait précède une réunion que nous allons tenir cette semaine ou la semaine prochaine. C'est-à-dire les organisations membres de la CAP. Parce que la situation est tellement dramatique et compliquée que si on ne fait pas attention, il y aura une perte massive d'emplois. C'est-à-dire que c'est tout le secteur de la presse qui risque de s'affaisser. Donc c'est pour ça que la CAP, jusque-là, est en train quand même d'interpeller le gouvernement pour qu'on ait autour de la table de discussion, pour se concerter et trouver des solutions. Parce que quand même, il y a des propositions. Les assises ont fait des propositions, le CEDEPS a des propositions, la CAP a des propositions. Mais ces propositions-là, on ne peut pas les mettre en œuvre sans l'accord du gouvernement. Donc il faut, moi je pense, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on discute, et puis qu'on essaie de trouver des solutions. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Maintenant, s'il n'y a pas de discussion, ça veut dire quelque part, quand même, que la mort de la presse est en reste certain. Et ça serait très dramatique pour notre démocratie.
Parce que quand même, quoi qu'on dise, les propriétaires des journaux, ou ceux qui dirigent ces journaux-là, ce sont des Sénégalais. Alors, vous parlez de négociations, de discussions, une journée sans presse prévue demain. Est-ce que ces discussions peuvent conduire à une suspension de la journée sans presse si elles aboutissent, ou bien le vin est tiré, il faut le boire? Bon, tout ça, cela dépendra du patronat du CEDEPS. Et je sais qu'il y a des négociations qui sont quand même entreprises par des organisations de la société civile. Depuis la semaine dernière, il y a des contacts qui sont menés, il faut quand même le dire. Et bon, parce que moi, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Franchement, ça, c'est vraiment une attitude qui montre que les partis sont désespérés, et là, il faut une solution urgente. Bien entendu, si le patronat avait une solution, elle n'organiserait pas cette grève, cette journée sans presse, parce que le patronat va beaucoup perdre. Les travailleurs ne vont pas travailler, ils seront payés. Les journaux, les sites, les télés, bon, rien ne va marcher. Et c'est une journée de perdu. Et j'espère en tout cas que les autorités vont accepter cette main tendue, surtout avec les organisations de la société civile. Je ne veux pas donner de nom ici, en tout cas, mais il y a des organisations de la société civile de défense des droits des médias, mais également aussi un député et des gens qui sont proches du pouvoir. Et il y a une discussion pour quand même mener les deux parties à la table de négociation. Alors, dernière question, Ibrahima. Dans les éditoriaux communs, on voit que ce n'est pas le même ton aujourd'hui. À l'époque, on parlait de monstre. Est-ce que le monstre est toujours là? Oui, non, le monstre est toujours là. Parce que le monstre, en fait, c'est... Seulement, cette fois-ci, on ne le désigne pas comme un monstre. Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été rédacteur de l'édito. Mais ça aurait été peut-être moi, j'aurais opté pour une autre trame et revenir encore sur le monstre, parce que pour moi, le monstre est toujours là et il est beaucoup plus féroce et beaucoup plus... il est quasiment sans cœur pour moi. Et c'est pas normal. Parce que le monstre, c'est celui qui attend, disons, à la liberté de la presse et qui cherche peut-être à domestiquer la presse, mais aussi qui cherche à affaiblir la démocratie. Ouais, parce que moi, si j'avais à écrire ce communiqué, je l'aurais peut-être... ce texte, je l'aurais fait sur une autre trame. Merci Ibrahima Lissa Faye, président de Appel Association de la presse en ligne. Les journalistes ont promis de ranger micro, caméra et stylo pour faire face au nouveau régime. Ousseynou Diop a rencontré les confrères de Saint-Louis. Demain à Saint-Louis, les journalistes vont suivre à la lettre la journée sans presse initiée par le Conseil de diffuseurs et éditeur de la presse du Sénégal, CEDEPS. Babacar Niang est le chef de la station régionale de la radio ZFM de Saint-Louis. Il confirme. Nous allons continuer de faire cette mission-là. Cette journée de presse, je crois que c'est tout à fait légal et c'est normal qu'on la fasse pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous sommes des acteurs donc, de la communication qui ont des droits, qui ont des devoirs et qui ont un rôle à jouer dans ce pays. Pour Fatou Faye Diagne, rédactrice en chef de la radio Teranga FM de Saint-Louis, la presse sénégalaise est asphyxiée. Elle juge nécessaire cette journée pour sortir les entreprises de presse de cette crise. Que les journalistes de Saint-Louis seront de la partie, je crois que c'est une bonne guerre parce que on est face à une fiscalité qui bloque pratiquement le développement de ces entreprises de presse avec le blocage des comptes bancaires, la production d'états exécutoires. Dans la capitale du Nord, les confrères se mobilisent pour Cheikh Tidiane Diong, correspondant du journal Le Quotidien. C'est la seule solution pour survivre. Toute la presse doit se mobiliser et donc faire face, d'amener l'État sur la table de négociation et que les gens se mettent à discuter et puis poser les vrais problèmes et les régler. Cette journée est surtout organisée par la presse pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation délétère que traversent les entreprises de presse
qui sont actuellement à l'agonie. Ousseynou Diop Saint-Louis, RFM. À midi, 17 minutes avec nous, Maguette Ndong, bonjour. Bonjour, Georges Détier. Vous êtes du SYNPICS, le syndicat des journalistes. Alors, est-ce que le SYNPICS, Maguette, épouse les motivations et les préoccupations des patrons de presse? Effectivement, Georges, nous sommes en phase avec le CEDEPS qui mène actuellement un combat légitime. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que présentement, toutes les entreprises, bien presque toutes les entreprises de presse ici au Sénégal sont dans des difficultés, sont aussi esselées et vraiment sont dans des problèmes terribles. Tout simplement parce que il y a ce problème du fisc qui leur est opposé depuis quelque temps. Parce que depuis qu'on a un nouveau régime quand même, il faut le dire, ce problème est soulevé. Et on demande aux patrons de presse de payer 40 milliards. Et quand on regarde quand même la situation des entreprises de presse au Sénégal, nous savons tous que c'est des entreprises de presse qui ne sont pas très, très solides financièrement pour pouvoir en tout cas honorer cette dette. Nous estimons que c'est vrai, c'est une dette qu'il faut payer parce que nous sommes des Sénégalais aussi et nous croyons que le Sénégal aussi doit être un pays prospère et que tout le monde doit s'acquitter en tout cas de ses obligations, y compris la presse. Maintenant, nous estimons que, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Ibrahim Lissa, que le gouvernement devrait quand même, en tout cas aujourd'hui, ouvrir des négociations pour qu'on puisse essayer de gérer ce problème-là et en finir une bonne fois pour toutes. Vous l'avez tous constaté que vraiment chaque jour, les entreprises de presse meurent une à une et que c'est des emplois qui sont perdus, et que c'est des pères et des mères de famille qui restent sans emploi, ce qui n'est pas du tout souhaitable pour le Sénégal. Le Sénégal vraiment qui aspire à la prospérité, qui aspire à devenir une démocratie. Et nous pensons que même cette démocratie sénégalaise qui est tant vantée dans le monde, c'est une démocratie vraiment qui a aussi quelques problèmes qu'il faut signaler, parce qu'un pays ne peut pas en tout cas avoir une démocratie sans pour autant avoir une presse solide, une presse en tout cas respectée, une presse qui joue son rôle. Et nous estimons que la presse doit continuer à jouer son rôle à chaque fois qu'il y a en tout cas un régime qui est là, et qu'aujourd'hui aussi nous sommes là pour accompagner tous les confrères qui veulent en tout cas mener ce combat-là. Nous sommes solidaires au niveau du SYNPICS et nous estimons que tous les confrères doivent respecter ce mot d'ordre-là pour qu'on puisse vraiment, en tout cas, avoir une journée de presse pour que la presse sénégalaise puisse en tout cas faire son travail une bonne fois pour toutes. Êtes-vous en phase avec le CEDEPS quand ils disent que ce qui se trame, c'est de noircir le décor et procéder ensuite à une sélection artificielle et une liquidation des entreprises de presse privées en fonction de ses intérêts politiques? Écoutez, ça peut être une lecture, ça peut être une lecture aussi de la situation, mais mis à part en tout cas cette sélection dont parle le CEDEPS, nous pensons que depuis que le régime est là, de manière globale, la presse se sent menacée, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines de cela, le Premier ministre en personne avait tenu des menaces à l'encontre de certains journalistes qui avaient donné des informations qu'il a jugées non fondées. Et ensuite, ce problème de fisc qui est là, qui englobe toutes les médias de presse, je pense que sans exception, même c'est vrai, la presse privée doit payer cette dette, mais aussi il y a une dette que doit aussi payer la presse publique, aussi bien la RTS, le Soleil et la presse qui ont une dette envers l'État. Donc nous pensons qu'il faut gérer cela de manière très globale et puis ouvrir ces négociations-là pour qu'on puisse dépasser une bonne fois toute cette phase-là. Parce que le gouvernement qui entre en conflit avec la presse, ce n'est pas un bon signe. Nous pensons que c'est un gouvernement qui vient d'être nommé fraîchement, qui a beaucoup de priorités à gérer et vraiment entrer en conflit avec la presse n'est pas du tout souhaitable, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la presse aussi ne va pas se laisser faire. Il y a aussi d'autres de nos confrères qui sont en Afrique, qui sont dans le monde, qui vont aussi nous épauler dans cette lutte. Maintenant, nous ne sommes pas là pour faire le bras de fer avec le gouvernement. Ça, ce n'est pas notre objectif. Mais ce qu'on a rappeler, c'est vraiment de parler avec les autorités de ce pays
de ce pays-là et de leur dire que c'est vrai, c'est un problème qui est là, mais faisons en sorte que ce problème-là soit dépassé par la discussion, par en tout cas des échanges. Et puis il faut le reconnaître, il y a beaucoup de problèmes au sein des entreprises de presse. Nous, Justement, Maguette, c'est là que je voulais en venir. Les préoccupations des travailleurs dans tout cela, dans leur combat, leur avenir. Oui, mais l'avenir est menacé présentement. Si, par exemple, les entreprises de presse sont en difficulté financièrement, ces entreprises-là, en tout cas, ne peuvent plus payer des dettes, ne peuvent plus honorer leurs engagements, c'est sûr que les travailleurs, en tout cas, sont menacés. Mamadou Ibra Kane a donné un signal il y a quelques temps en fermant 2 de ses quotidiens. Il y a aussi le quotidien Vox Populi qui n'a pas paru, je pense que la semaine passée. Il y a d'autres qui se sont signalés. Il y a beaucoup de groupes de presse qui ont des difficultés présentement, qui ont des arriérés de salaire. Donc, nous estimons que, vraiment, comme nous on l'a dit dans le communiqué de la CAP, qu'il faut que le gouvernement ait une oreille attentive envers ces acteurs de la presse et qu'on discute une bonne fois pour toutes et qu'on puisse avoir des solutions. Je rappelle tout simplement que sous Macky Sall, c'est vrai qu'on a connu des moments difficiles avec des arrestations, des emprisonnements et puis voilà, toutes sortes de mal. Mais par la suite, quand on a mené certains combats, voilà, le gouvernement a laissé de l'Est et vraiment des journalistes ont été libérés et après ils sont retournés à leur travail. Donc nous estimons que ce gouvernement-là ne va pas être en Est. Il y a un problème qui est là, les journalistes se sentent menacés, les journalistes ont peur de l'avenir actuellement. Donc il est temps pour nous de nous rassurer, il est temps aussi pour nous qu'on puisse parler de nos problèmes. D'autant plus que, Ibrahim l'a dit, on a eu à initier des assises des médias. Ces assises-là, quand on avait fini avec les travaux, les différentes commissions, les commissions, on voulait remettre les conclusions en Macky Sall. Maintenant, il se trouvait qu'il y avait un contexte électoral très sensible et chargé. Nous, on s'est dit qu'il faut attendre qu'il y ait en tout cas l'élection du nouveau président pour qu'on puisse présenter ces conclusions-là au chef de l'État et à son gouvernement. Donc, c'est l'occasion vraiment pour nous aussi de parler avec M. le Premier ministre, de parler avec le président de la République et de leur dire que les mots qu'on a diagnostiqués sur la presse, ces mots-là, et eux aussi, ils peuvent peut-être jouer leur bâton. Nous, à notre niveau, on sait qu'il y a des problèmes. On va faire tout pour que ces problèmes-là soient aplanis et résolus une bonne fois pour toutes. Merci Maguette Ndong du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Journée sans presse, une journée lourde mais pleine de sens. C'est la position du journaliste Mademba As Ndiaye. Une décision qui peut impacter différentes couches mais qui pourrait bien porter ses fruits. Aussi pour la pérennité de la liberté de la presse, il soutient que tout le monde doit s'impliquer au nom de la démocratie. C'est une décision assez importante, assez lourde de sens et qui devrait faire réfléchir tous les acteurs qui sont concernés par la satisfaction de ce droit du public à l'information. Et ces acteurs, c'est l'État, mais c'est également chaque citoyen, aussi les organisations de la société civile et les organisations politiques, je dirais même et l'armée et la police. Et j'espère que cette journée-là va porter des fruits pour les entreprises de presse en vue de leur pérennité, que ces entreprises de presse soient publiques ou privées. Parce que, au fond, tout le monde, quand la liberté de presse est menacée, tout le monde est menacé en réalité. Je considère que la lutte pour la liberté de la presse n'est pas une prérogative exclusive des journalistes. Au contraire d'ailleurs. Et je pense que c'est toutes les personnes qui bénéficient de ce droit d'avoir de l'information crédible, c'est toutes ces personnes-là qui devraient se mobiliser pour défendre la liberté de la presse, la pérennité de la presse, de la liberté de la presse, parce que c'est un fondement essentiel dans le système démocratique. Un système démocratique fonctionne aussi par la présence d'une presse libre et d'une presse plurielle, capable de donner les informations, mais capable aussi de prendre en considération les points de vue les plus variés et les plus divers qui parcourent la société. Et donc, de ce point de vue, je pense que tout le monde devrait s'y mettre. J'espère que l'État va entendre ce cri de détresse de la presse et qu'il va y avoir des discussions permettant précisément de trouver des moyens pour permettre à la presse d'exister. Évidemment, dans ces moyens-là, il y a ce qui relève de la responsabilité de l'État, il y a ce qui relève de la responsabilité aussi des éditeurs et des propriétaires d'entreprises de presse. La discussion doit se faire et il est possible d'arriver à un compromis à court terme, mais il faut aussi régler les problèmes stratégiquement à long terme.
Reporters sans frontières déplore cette crise au sein des médias avec la fermeture de certaines maisons de presse. Écoutons à ce propos le directeur du bureau régional de RSF, Sadi Boumarong, avec Salimata Aou. Actuellement, ce qu'il se passe au Sénégal, c'est que c'est tout un secteur, celui de la presse, qui est en crise au Sénégal. Quand on a un échantillon de 26% de reporters qui sont les premiers producteurs d'informations et qui vous disent qu'ils n'ont pas de contrat de travail, quand parmi les reporters qui ont des contrats de travail, par exemple, on vous dit que pour des questions de difficultés économiques, les cotisations sociales qui avaient été, disons, prélevées sur leur paie n'ont pas été reversées. Quand au moins 2 quotidiens majeurs du pays arrêtent sa publication et quand les entreprises de presse ont des dettes fiscales énormes avec des poursuites souvent engagées par les services des impôts, ou bien qu'elles voient leur compte bloqué, quand aussi on voit l'annulation de contrats publicitaires avec les entreprises de presse, et tout ce qu'on voit un peu comme sorte de crise de confiance entre les médias au Sénégal et disons le public d'une manière importante, quand on voit tout cela, on se dit qu'on ne peut pas ne pas dire qu'il y a des problèmes. Il y a fondamentalement des problèmes. Et autre chose aussi en termes d'analyse pour nous, c'est que au-delà de la crise un peu dans le secteur, mais nous sommes également là, cette situation également peut mener le pays vers de nouvelles menaces et des menaces réelles sur un droit humain important et fondamental, c'est le droit à l'information. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des millions de Sénégalais et d'autres personnes, des étrangers qui vivent et y travaillent. Mais ces personnes ont le droit d'être informés sur tous les sujets d'intérêt national. Et les médias, en tant que producteurs d'informations, sont les canaux de transmission de ces informations-là. Mais l'État, en tant que garant maintenant, c'est l'État qui garantit un peu le respect du droit à l'information. Donc l'État, en tant que garant, et face à toutes ces pressions multiformes qui menacent les médias et le droit à l'information du public, il est important pour nous que l'État puisse intervenir. Et il me semble que c'est une des demandes du patronat de la presse. Et pour nous, donc, à RSF, il est important que les autorités puissent prendre à bras le corps ces situations déjà difficiles afin de trouver des solutions bénéfiques au pays, au secteur des médias et à la démocratie sénégalaise. À midi 30 minutes, nous avons au téléphone Ousseynou Dieng, directeur de la communication au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Bonjour Ousseynou. Bonjour. Alors, Ousseynou, comment le ministère de la Communication réagit à cette journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, les patrons de presse qui dénoncent les fortes pressions exercées sur le secteur des médias? Allô, Ousseynou? Quelques difficultés avec la ligne Ousseynou Dieng, directeur de la communication au ministère de la Communication et de l'économie numérique, qui va donc réagir à cette journée sans presse prévue demain, journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, les patrons de presse, qui dénoncent les fortes pressions exercées sur le secteur. En attendant, Ousseynou Dieng, des confrères se sont prononcés sur la journée sans presse prévue demain. Ils déplorent une situation désolante qui était évitable, mais ces confrères sont d'avis que la presse sénégalaise doit faire sa mue pour éviter de pareilles situations. Boubacar Dieng. Ce mardi 13 août restera gravé à jamais dans les annales des médias sénégalais. 24 heures sans information, voilà le mot d'ordre du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Une journée sans presse pour alerter sur la situation difficile que vivent les médias en ce moment, mais pas que, selon Mohamed Kandji, journaliste à eMedia Invest. C'est une main tendue également aux autorités vraiment de s'asseoir autour d'une table, de discuter et de sauver la presse parce que vous savez, c'est important. Une journée sans presse, c'est
dommage pour nos reporters, mais également pour les populations, parce que vous savez que l'information est un droit. Maintenant, eux, les patrons de presse, ils n'ont plus les ressources nécessaires pour faire tourner la boîte face aux nombreuses difficultés. Ils parlent d'actes hostiles de la part des autorités envers les médias sénégalais. Alice Diba déplore une situation désolante et les journalistes, fondatrice de InfoL, membre de l'association des femmes des médias. Bien vrai que c'est un moyen de lutte dont dispose la presse, je trouve que les populations ont droit à une information. Les populations ont droit à une information, mais il faudrait que également le gouvernement puisse comprendre que les médias jouent un rôle important dans notre démocratie. Nos interlocuteurs sont d'accord que toute guerre finit autour d'une table, mais une chose est sûre, la presse doit se réinventer. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de se réunir autour d'une table et de chercher ensemble des solutions de sortie de crise. Parce que ces difficultés-là, nous les reporters, nous les vivons, nous les subissons et nous n'avons pas à payer vraiment les conséquences des erreurs que certains patrons de presse ont fait. Ça également, il faut le dire. Les responsabilités sont partagées entre les autorités, mais également les patrons de presse. Eux aussi, ils doivent réfléchir vraiment sur des solutions à moyen, long et court terme pour que vraiment la presse se débarrasse de toutes ces difficultés-là. Pour des questions de la liberté de la presse, une journée sans presse, en tout cas pour moi, est une occasion de réfléchir aux moyens de protéger et de promouvoir la liberté de presse parce que ça fait longtemps que ce problème perdure, donc il faudrait qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et de discuter de la question. Si la journée sans presse du mardi est respectée, ce sera la deuxième de l'histoire des médias du Sénégal, 20 ans après la première, en faveur de notre confrère Madiambal Diagne, qui était poursuivi pour diffusion de nouvelles de nature à provoquer des troubles politiques graves et jeter le discrédit sur les institutions. C'était sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. Ousseynou Dieng, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la communication au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Alors, comment vous, du ministère de la Communication, réagissez à cette journée sans presse prévue demain, journée décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, les patrons de presse qui dénoncent une mort programmée des médias sénégalais et dénoncent les fortes pressions exercées sur le secteur? Alors d'abord, je vous remercie. Alors, la journée sans presse, c'est vrai, nous l'avons appris ce matin. Ce n'est jamais souhaitable pour un pays démocratique comme le Sénégal d'avoir une journée sans presse. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, je voudrais profiter de cette opportunité de votre antenne pour vous rappeler qu'il y a une série d'actions qui ont été menées visant à réformer le secteur. Alors, le ministre, dès qu'il a été installé, a reçu l'ensemble des acteurs de la presse, que ce soit la CAP, le PAED, voilà, toutes les associations du secteur de la presse, et a échangé avec eux sur la volonté de l'État du Sénégal à entreprendre des réformes pour consolider des acquis au niveau des médias et offrir encore beaucoup plus d'opportunités. Il est évident qu'au-delà de ces rencontres, il y a eu d'autres actions qui ont été menées. D'abord, il faut retenir que, en ce qui concerne le développement de la presse, il y a un audit qui est en cours, voir véritablement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxièmement, au-delà des résultats attendus par rapport à cet audit, il faut noter également qu'il y a des textes qui sont aujourd'hui introduits, notamment la réforme de la régulation, la réforme de la publicité, des textes sont en cours et ça va s'accélérer. Ensuite, le plus important, c'est que l'État a mis en place ce qu'on appelle la plateforme déclaration des médias du Sénégal. Et cette plateforme-là a été annoncée aux acteurs qui sont même des testeurs, des bêta-testeurs. Et aujourd'hui, cette plateforme devra être lancée le vendredi prochain par M. le ministre. Et cette plateforme offrira la possibilité aux médias de s'inscrire et on sera qui. Vous savez, au Sénégal, nous avons une démocratie très forte avec un ensemble de médias qui
explose, et ça, c'est le reflet de notre démocratie, bien entendu. Mais l'État a besoin de savoir qui est qui et pouvoir apporter l'appui nécessaire. Et cet appui-là est multiforme. Donc, ça se fera sur plusieurs fronts. Et l'État entend renforcer des moyens pour permettre aux médias de pouvoir bénéficier davantage. Mais cela, bien entendu, ça va être ciblé des médias qui seront conformes par rapport au malgré tout, Ousseynou, malgré tout, le CEDEPS parle de décisions politiques qu'il qualifie d'hostiles sur la fiscalité ou encore la publicité. Il y a beaucoup de questions qui restent encore à éclaircir et cela permettra d'avoir un écosystème performant, transparent, ouvert et qui soit apte par rapport aux ambitions des nouvelles autorités d'asseoir véritablement une vision politique qui peut compléter notre pays vers de l'avant. Et les médias, en tant que levier pour la démocratie, levier pour l'accompagnement des politiques de développement, pour la cohésion nationale, la stabilité du pays, l'État a jugé nécessaire de réformer le secteur, mettre en place les moyens suffisants nécessaires et, a priori, normalement, tous les médias qui devront se conformer par rapport à cette nouvelle réglementation verront leur situation améliorée. Il est évident que quand on fait des réformes, en ce temps, il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des cas, mais je suis sûr que le ministre, dans sa volonté, c'est véritablement d'avoir des médias sûrs, des médias responsables, pluriels, qui soient vraiment facteurs de développement, facteurs de cohésion sociale, des instruments pour la promotion de la démocratie qui reflètent nos aspects en matière de souveraineté. Donc les médias ont véritablement leur rôle dans cette nouvelle vision politique et le ministre entend faire jouer aux médias cette nouvelle mission. Et nous espérons très prochainement avoir l'occasion de discuter justement de cette plateforme média, de discuter des nouveaux avantages qui seront mis en place pour accompagner les médias et bien entendu les autres femmes. On a parlé de la publicité, permettre justement aux médias de bénéficier de la publicité. On a parlé de réforme de la régulation. Ces textes-là sont prêts, heureusement. Et pour terminer, ça coïncide également avec l'avènement des assises qui ont été conclues hier. Et ces assises-là ont formulé plusieurs recommandations visant à aller quasiment dans le même sens. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Les acteurs ont déjà leurs assises déposées sur la table. Le ministère est en train de mettre des réformes pour parachever les textes réglementaires qui ont été prévus dans le code de la presse. Ensemble, tous ces éléments permettront véritablement de favoriser l'émergence de médias privés, pluriels, responsables, ouverts vers la démocratie pour garantir plus de souveraineté. Alors, en attendant tout cela, Ousseynou, est-ce qu'il est prévu quelque chose sur la fiscalité qui asphyxie les maisons de presse? Alors, aujourd'hui, le ministre, effectivement, a pris bonne note, a fait part aux autorités de la nécessité de décanter cette situation. Mais il est évident qu'il n'est pas possible de décanter cette situation tant qu'on n'aura pas fini un certain nombre de réformes. Et quand je parle par exemple de la fiscalité, effectivement, les acteurs ont demandé au ministre de revoir la fiscalité, d'avoir une fiscalité plus adaptée, ce qui n'est pas exclu, bien entendu. Bon, il y a d'autres questions qui ont rajouté, par exemple, la question concernant les redevances ARTP, mais ça, c'est des questions qui datent depuis très, très, très longtemps. Bon, la question de la fiscalité en termes de reversement de TVA ou d'impôt sur le revenu, ça également, c'est une question fiscale qui touche l'ensemble du tissu socio-économique du Sénégal. Il n'y a pas que les médias. Mais fort heureusement, que tout le monde est d'accord de voir la situation spécifique des médias et essayer d'apporter des réponses spécifiques. Et nous espérons très bientôt arriver à ce. Mais en attendant, le ministère entend renforcer la dynamique, finaliser les réformes. Et je peux vous garantir qu'on est sous pression depuis un certain temps et ça s'accélère. Et cela s'est fait de manière inclusive et participative par rapport aux acteurs de la presse. Et comme je l'ai dit tantôt, qui ont été reçus plusieurs fois et à différents niveaux. Alors, autre chose, le CEDEPS qui ne parvient toujours pas à être reçu par le président de la République malgré l'introduction de 2 demandes d'audience. Le CEDEPS qui voulait soumettre au chef de l'État son plan de restructuration de la presse. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Communication, on envisage de rapprocher les positions? Vous savez, aujourd'hui, par exemple, nous devons donner de l'importance et de la hauteur à nos institutions. À mon avis, quand un secteur a des problèmes, en attendant d'arriver à un niveau supérieur,
pense que le ministère est là pour prendre en charge les préoccupations et les problématiques du secteur. Il appartient bien entendu au ministère et en l'occurrence le ministre lui-même de prendre ce dossier et de le soumettre à ses autorités, notamment le Premier ministre et le Président de la République. Quand on peut régler les problèmes, bien entendu, au niveau du ministère, à mon avis, il n'y a pas de souci. La finalité, c'est d'arriver à avoir des solutions. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que le ministre a déjà entretenu avec les autres autorités la question liée aux médias. Et comme je dis, en attendant, les réformes se poursuivent, mais nous sommes sûrs et certains que le Sénégal a besoin de la presse. La presse a besoin des pouvoirs publics. Et ensemble, on est obligé de travailler main dans la main, parce que la presse fait partie justement de ce pays et a un rôle extrêmement important avec tous les acquis démocratiques, en matière de cohésion, en matière de promotion aujourd'hui de la souveraineté, qui constitue un concept qui est très cher aux nouvelles autorités. Donc on ne peut pas imaginer le Sénégal sans son écosystème médiatique, mais cependant, ce qui peut ajouter également, les nouvelles autorités en charge du ministère de la Communication ont beaucoup mis l'accent sur la digitalisation au niveau de ce secteur. Et je l'ai dit tantôt, c'est comme la plateforme de déclaration des médias, qui constitue une innovation, qui porte plus de transparence, d'ouverture, et qui permet justement de mettre les appuis en termes de développement des médias de manière ciblée, en tenant compte du respect des critères. Et donc, je pense que c'est un environnement très favorable, et nous espérons très bientôt arriver à une solution consensuelle, acceptée de tous, et qui puisse permettre au Sénégal d'être le pays qui a été en termes d'avant-garde, en termes de médias. Merci Ousseynou Dieng, directeur de la communication au ministère de l'Inde. Bonjour. Bonjour Georges. Alors, une journée sans presse, demain mardi, décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Ça fait très longtemps, plusieurs années, qu'on n'a pas connu ça au Sénégal. Ça remonte à l'affaire Madiambal Diagne sous Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que cela vous fait de vous réveiller aujourd'hui avec une annonce de journée sans presse? Écoute, ça ne s'est pas vu depuis longtemps parce que, et je l'ai souvent pensé, la presse a arrêté de se battre pour conquérir des territoires de liberté. La presse ne se bat plus pour conquérir ces territoires de liberté qui sont son oxygène, qui est le sang qui circule dans ses veines. Et pour parler pour l'histoire, avant Madiambal, ça s'était fait aussi. C'était assez courant dans les années, à la fin des années 80, début années 90, de voir les journaux qui existaient à l'époque et dont les principaux étaient Sud Hebdo, Le Cafard Libéré, Le Témoin et Walfadjri, se battre avec des journées sans presse. Rien que les menaces de faire une journée sans presse avaient fait reculer le pouvoir de Abdou Diouf, et le tout-puissant Jean Collin, à l'époque, avait convoqué les 4 directeurs de publication de ces journaux pour non seulement répondre à leurs exigences de l'époque, et mais aussi instaurer ce qui aujourd'hui est devenu la fameuse aide à la presse. Donc, je crois que je me suis réveillé avec l'idée que, effectivement, la presse reprend un de ses rôles qui est de se battre elle-même, pour sa survie et non pas tout le temps de les négocier avec l'État des territoires où doivent s'exprimer sa liberté et ses marges de manœuvre. Mais est-ce que la presse n'est pas divisée au point qu'on en arrive à cette situation? C'est-à-dire, il y a un peu de réel dans cette préoccupation, dans cette question, et beaucoup de fausses impressions. Vous savez, aujourd'hui, vous vous réveillez au Sénégal, vous voyez 50 titres dans les supports électroniques. Parmi ces 50 titres, peut-être 20 ou 25, c'est beaucoup déjà, sont dans les kiosques. Peut-être un peu moins, mais en tout cas, il y en a beaucoup dans les kiosques. Et parmi ces journaux, il y en a plusieurs qui ne sont même pas des journaux parce que rien que leur organigramme enfreint la loi. Or, nous ne sommes pas gardiens de la loi. C'est l'État qui est gardien de la loi. C'est l'État qui devrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de journaux
avec des directeurs de publication qui ne soient pas journalistes. Je ne parle pas pour mon plaisir, c'est la loi qui dit ça. Or, combien parmi ces 50 dont j'ai parlé sont dirigés par des gens qui ne sont pas des journalistes, y compris aujourd'hui, mais je crois que ça va être réglé rapidement. Le quotidien national, son directeur général et aussi directeur de publication, en tout cas jusqu'à avant-hier, j'espère qu'ils vont changer ça, il n'est pas journaliste. Et ça, c'est pas pour le plaisir de Pasamakan ou de Georges, c'est la loi qui le dit. Et donc, si on réglait ce type de problème, quand je disais fausse impression, c'est-à-dire si la véritable presse, aujourd'hui, demain, seul respectait le mot d'ordre de journée sans presse, les véritables entreprises de presse qui gèrent des télévisions seules respectent une sorte d'écran noir, que les radios fassent silence, il n'en suffira pas d'une journée pour que dans le monde entier on en parle. On en parlera de façon négative pour l'État du Sénégal, pour le gouvernement du Sénégal. Donc, cette division ne doit pas nous faire peur parce qu'en fait, elle est amenée par des gens qui ne font pas partie de nous. La plupart. Et les petites divisions qu'il y a entre nous, écoute, ça a toujours été, et ça n'a jamais empêché les gens de se réunir quand les intérêts communs étaient en jeu. Je viens de parler tout de suite des 4 mousquetaires, comme on les appelait, mais c'était des concurrences rudes entre nous. Et quand il y avait des problèmes, on se réunissait. Alors, Pape Samba, dans son éditorial, dans l'éditorial commun, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse dénonce les fortes pressions exercées sur le secteur. L'objectif, selon les patrons de presse, est le contrôle de l'information et la domestication des acteurs des médias. Est-ce que ces nouvelles autorités ont posé des actes qui peuvent rassurer, alors qu'ils n'ont fait que 3 mois? Il faut aussi que cela se sache, parce que cela se bruit, cela se dit. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que ces jeunes gens qui nous gouvernent sont conseillés par des gens comme mon âge ou plus, et qui sont, comme on était tous, de sensibilité de gauche, et qui aujourd'hui sont derrière cette sorte de doctrine qui consisterait à museler une certaine presse et à favoriser une presse qui serait favorable au projet. Non seulement ça se bruit, mais ça se voit. Il y a une vidéo qui circule, je crois que tout le monde l'a vue, en tout cas beaucoup de gens l'ont vue, de cet homme d'un âge respectable qui dit qu'il faut combattre la presse et créer une presse favorable au projet. Il faut écraser, c'est ces mots, entre guillemets, la démocratie pour faire installer sa révolution. Et ça, c'est quelqu'un qui est conseiller qui est le conseiller d'une des personnes qui nous dirige au sommet. C'est extraordinaire. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer quand on les entend. C'est des choses qui sont absolument effrayantes quand on sait qu'on vit dans un pays démocratique. Merci Papa Sambakan, journaliste. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de cette édition spéciale. 13h, retrouvez Famadion pour la version Wolof de cette édition spéciale consacrée à la journée sans presse prévue demain, une journée décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse qui dénonce les fortes pressions exercées sur le secteur des médias. Le CEDEPS qui parle d'ailleurs d'une mort programmée des médias sénégalais, ce que les patrons de presse ne cautionnent pas. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média.